Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour détient 4 records du monde. Apnéiste, instructeur de plongée, conférencier, moniteur de secourisme, cofondateur de l'École Bleue. On peut dire qu'il est continuellement en quête de nouvelles profondeurs. Bonjour Pierre Frollin. Bonjour Geneviève. On va pas mentir quand même, on va pas dire qu'on se connaît pas nous. Bah non, écoute, tu t'es occupé de ma com pendant presque plus de 2 ans, donc je peux pas dire bonjour Geneviève. Quand tu dis je me suis occupé de ta com pendant plus de 2 ans, moi je suis arrivée, tu avais déjà tes records du monde. Oui. C'est-à-dire que j'arrive dans ta carrière. Tout à fait. Tu as déjà tes records du monde. J'avais les 4 déjà. Ah oui. Donc j'avais bouclé ma carrière. J'avais fait les 3 records de France, les 2 d'Europe et les 4 du monde, effectivement. Dans un, il me semble qu'il y a eu une étape avant d'être bouclé, qu'il y a eu une étape douloureuse. Tu as fait un malaise en remontant. Oui, voilà. C'est un peu le jeu en fait, en plongée en apnée. Tu as 9 jours, enfin à mon époque, à l'époque où on organisait des records qui étaient des vrais événements sur l'eau. On battait des records, il n'y avait que le record. C'était pas une compétition où plusieurs personnes concouraient. C'était vraiment très particulier. Donc c'était un seul arène, face à lui-même. C'est ça. Et puis il y avait une arène fabriquée sur l'eau de toutes pièces par l'équipe. Et l'objectif, c'était d'essayer de battre le record du monde détenu par la personne qui le détenait depuis 1 an, 6 mois, et ainsi de suite. Et donc tu avais 9 jours pour faire ce record. Et puis tu choisissais la date la plus intéressante pour pouvoir le faire. Nous, à chaque fois, moi, j'essayais de faire ça très tôt dans l'été, pour une raison très particulière dont on parlera très certainement tout à l'heure. Et c'est pas la meilleure période pour faire les records parce que la météo est pas toujours superbe. C'était juin, si je me souviens bien. Alors le dernier record, c'était alors j'ai réussi le 4 juillet, donc effectivement, ça a débuté fin juin. Et j'ai fait une syncope en remontant la première fois, parce on avait énormément de courant, beaucoup de houle, c'était vraiment très compliqué. Et donc je l'ai représenté le dernier jour possible parce que je crois que... Le dernier des 9 jours. C'est ça, le dernier des 9 jours, mais j'ai dû attendre le 4e ou 5e jour pour faire le record. Donc j'avais très peu de temps pour récupérer de cette syncope. Avec tous les aléas de l'époque, c'est-à-dire on n'avait pas les capacités que l'on a maintenant en grande profondeur, de connaître les courants à 80 mètres, 100 mètres, 120 mètres, ainsi de suite. Donc on partait un peu à l'inconnu. Puis j'étais tout seul en bas aussi. Et le jour du record, par contre, effectivement, ça s'est, on va dire, bien passé puisque j'ai eu le record. Mais je me suis percé le tympan en arrivant en bas. Parce que comme il y avait eu énormément de courant à la première tentative et ça m'avait énormément freiné, j'avais perdu presque 30 secondes. Ce qui est énorme. 30 secondes à ces profondeurs, c'est colossal. Sans respirer, parce que les gens oublient, on est en train de parler d'un type qui descend à une profondeur indécente sans respirer. On parle d'apnée là. En faisant des efforts. Parce que si au moins on faisait pas d'efforts, mais en plus on fait des efforts. Parce que là en plus tu dis, je me suis percé le tympan en arrivant en bas, donc la douleur, tu la maîtrises toujours sans réagir, enfin sans avoir de capacité physique à l'exprimer, quoi. C'est quelque chose de très particulier. Tu apprends au fur et à mesure des années d'entraînement. Ça fait de toi quelqu'un de très particulier dans la société par la suite. Tu pars du principe. Ça, c'est sûr. Tu pars du principe que la douleur n'est qu'une information. Et là, ça a vraiment tout son sens. Quand tu as 123 mètres, ton tympan se perce. C'est très douloureux. Mais ce qu'il y a, c'est que tu sais que si l'eau rentre dans ton oreille moyenne, tu tomberas dans les pommes, tu te noies et tu meurs. Donc en fait, le jeu, c'est non seulement de faire fi de la douleur, mais en plus de pratiquer ce qu'on appelle une technique de Teubni, c'est-à-dire qu'on fait une compensation, comme quand on est dans l'avion, pour équilibrer ses tympans, sauf que là, on garde l'équilibre des tympans, la compensation des tympans en continu, en remontant, ce qui ne se fait jamais, pour pas que l'eau rentre. Et donc, en fait, toute la concentration, toute la méditation, tout l'effort, tout est concentré, en fait, sur cet effort-là, sur cette spécificité. Et très honnêtement, j'y étais pas préparé. C'est-à-dire que c'est arrivé à 123 mètres, le tympan s'est percé, en une microseconde, j'ai compris qu'il fallait faire ça, et je suis remonté, et donc toute la remontée a été vraiment moins romantique, et je dirais... T'as pas regardé la Grande Bleue, Non, j'étais pas du tout, en fait, dans la quête du record à ce moment-là, j'étais dans la quête de la survie.
Et j'ai pas vu remonter, j'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire quand je suis arrivé en surface, il m'a fallu 3-4 secondes pour prendre conscience que j'étais sur la compétition et que j'avais réussi. C'est-à-dire que durant toute la remontée, je me concentrais à ce que l'eau ne rentre pas dans l'oreille. C'était très particulier. Il y a eu vachement moins de saveur pendant la remontée. Par contre, ça a été très très savoureux à la réussite. Ouais. En fait, à t'écouter, on se rend compte, peut-être que tous ceux qui ne connaissent pas l'apnée, qui ne l'ont pas pratiqué, ont cette image d'un sport extrêmement physique qui demande des efforts physiques. Parce que tu dis, on descend, on fait des efforts, on ne respire pas. Donc tout ça mélangé dans la tête de quelqu'un qui est complètement ignare, enfin en tout cas qui novice sur cette discipline, se dit, physiquement, ça doit être dur. Et quand on t'écoute, on se rend compte que c'est mentalement le plus dur. Alors, c'est très dur physiquement, effectivement. On s'entraîne comme des triathlètes parce que on n'a pas d'air, enfin, on a l'air que l'on amène. On va consommer énormément d'oxygène durant l'effort et le temps, parce que les deux sont joints. Sauf que, à l'inverse de quelqu'un qui fait de l'athlétisme ou de la natation, qui souffle tout le dioxyde de carbone qu'il a créé en consommant son oxygène, nous, on le garde. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, en fait, tous les déchets que l'on créait, on les gardait dans une pièce et on continuait à évoluer avec. T'imagines un peu l'idée ? Il y en a qui le font, hein. Oui, c'est pas génial. Et donc ça nécessite, ça nécessite un effort, une préparation physique très particulière. Et effectivement, la différence, c'est-à-dire la place sur le podium ou au pied du podium, elle va se jouer sur cette qualité mentale, cette faculté mentale, cette capacité quelquefois sur la dernière seconde à faire le bon choix ou le non-choix. À faire du Raphaël Nadal, quoi. C'est exactement ça, exactement ça. Dont on dit que c'est le plus grand athlète mentalement, en tout cas le plus fort mentalement, qu'on ait vu là les 10-15 dernières années, quoi. C'est amusant que tu dis ça parce qu'effectivement, pour moi, Raphaël Nadal, c'est quelqu'un qui est tout le temps en souffrance. On sait qu'il est très, très... Et il ne lâche jamais. C'est ça. C'est pour ça que je pensais à ça, parce que tu parlais de ton tympan et de la douleur. Et j'écoutais récemment Nadal qui expliquait qu'il a joué un match qu'il a gagné en 5-7 à Roland-Garros l'année dernière avec un pied endormi parce qu'il n'arrivait plus à marcher. Quoi. Alors, moi, c'est un peu différent. Je ne sais pas si je serais à même, parce que ça m'est jamais arrivé, d'aller au-delà de la douleur. La différence chez moi, c'est que si j'abandonne, je me noie et je meurs. Oui, c'est ça. Donc, tu ne peux pas juste dire, poser ta raquette sur le banc et dire c'est bon, j'arrête. Exactement. On n'est pas dans la souffrance, on est dans la survie. Ouais. Et donc la plongée en apnée, avec tout ce que ça représente comme romantisme, comme chose magnifique, la quête on a ces images, flotter, machin. Exactement, aller à la rencontre des grands animaux et ainsi de suite. Quand on est dans la logique sportive, on est vraiment dans un extrême très particulier. Et au début de ma carrière, je refusais de parler de sport extrême en parlant de plongée en apnée, parce que je voulais amener avec moi une multitude de personnes pour leur faire comprendre à quel point cette discipline était belle. Elle l'est, mais la compétition en plongée en apnée, elle est réellement extrême, effectivement. Elle est extrême et dangereuse. Hein. Là aussi, tu parlais de moi en disant que j'étais accompagnée dans la com. Donc moi, j'arrive à un moment où tu viens de perdre. Enfin, tu as perdu récemment quelqu'un qui t'a accompagné et qui a surtout ouvert l'apnée. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Hein. Qui était vraiment un pionnier de l'apnée et de la grande profondeur dans cette région, ici, à Villefranche, enfin, et qui t'a accompagné dans tes premiers pas. Moi, je me souviens, alors, parce que je parle avec toi aujourd'hui, je me souviens très très bien du jour de sa mort, en fait. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait. De Loïc Leferme, effectivement. Ouais, on est très en aparté là. Et ça faisait donc déjà 2 ans qu'on travaillait, toi et moi, ensemble, et tu me connaissais très très bien. Et le jour de sa mort, on me demande d'aller sur les plateaux télé, et je me souviens refuser. J'avais vraiment beaucoup de mal. Et pour moi, c'était très difficile d'aller médiatiser quelque chose comme ça. Et c'est toi qui m'as fait prendre conscience de l'importance de l'amitié, mais surtout de l'investissement dans une cause quelle qu'elle soit. Tu m'as dit, tu as un devoir de mémoire. Et donc, tu n'y vas pas pour toi. Tu y vas pour lui, pour sa famille, pour tout ce que représente ce que vous avez connu ensemble. Et c'était quelque chose de très, très particulier ce jour-là, je m'en souviens très, très bien. Ouais. Parce que du coup, ceux qui te connaissent et qui te suivent savent que tu es un grand témoin, ou en tout cas un défenseur acharné de plusieurs causes. Bon, et en tout cas, quelqu'un qui
explique, qui fait de la pédagogie et qui porte le drapeau des causes ou des sports pour lesquels il s'engage. Et donc tu dirais que c'est venu de cette douleur. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie de transmettre à ce point ? Alors, il y a plusieurs choses. L'envie et le besoin, la nécessité de transmettre, la transmissibilité, elle vient du simple fait que je dois tout à tout le monde. J'avais un rêve, c'était de devenir un apnéiste professionnel, et dès que j'ai mis le doigt dans l'eau, j'ai compris que je pouvais être champion du monde. Sauf que j'avais aucun moyen financier, aucune logistique matérielle et humaine, et surtout j'étais à une époque où n'existaient pas des académies d'entraînement, comme un centre de foot, un centre de formation, quoi que ce soit. Il fallait tout faire par soi-même. C'est un sport qui arrivait à peine. Enfin, on l'a créé. Vous l'avez créé. Il y a à l'époque Jacques Mayol, Enzo Mallorca, avant les années 90. Le Grand Bleu sort. Il y a une multitude de gens qui veulent pratiquer la plongée en apnée, suite au Grand Bleu, justement. Et puis, en fait, il n'y a rien pour permettre aux gens. Voilà. Il y a énormément d'accidents pendant 2-3 ans. De 89 à 92, il y a plus d'une centaine de morts, de gens qui descendent au fond de la mer en bouteille, en apnée, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, Claude Chapuis, Loïc Leferme, Olivier Heuleux, Marc Counil, Mathilde Fouchard et Jean-Marc Dominique créent en 92, aux côtés d'une autre personne qui s'appelle Roland Specker et un autre encore, Bertrand Badin. En 92, ils créent l'AIDA, Association internationale pour le développement de l'apnée, à Villefranche, pour permettre aux gens de pouvoir pratiquer uniquement, de façon, on va dire, de s'entraîner, découvrir la plongée en apnée en toute sécurité. De vie, ouais. On est en 92, c'est très neuf. Moi, j'arrive en 94, je découvre cette activité. C'est un coup de bol pour toi que ce soit à Villefranche quand même. Vraiment, énormément. D'ailleurs, ça a déclenché plein de choses. J'ai choisi ma fac, la fac des sports de Nice et non celle de Marseille ou de Montpellier, parce qu'il y a cette cellule de plongée. Et ça va changer ma vie. Alors, du moins, non, ça me met le pied à l'étrier pour une vie future, parce que je suis relativement jeune, j'ai 18-19 ans, donc la vie fait que commencer. Donc, en fait, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à entreprendre et à aller au bout des objectifs que je m'étais fixés grâce aux autres. Et je me suis toujours senti redevable. J'avais presque honte, j'avais de la culpabilité d'aller m'entraîner, de réussir. Je discutais avec mes copains de fac, mes copains du lycée, qui eux avaient un travail. Moi, j'avais un travail aussi, j'étais professionnel de ma discipline. Mais moi, mon boulot, c'était d'être à 6h à la piscine, à 10h à la salle de muscu, d'aller déjeuner avec eux. Mais c'est un boulot quand même, il faut le dire. Mais alors, quand tu es dans une structure académique, un centre de formation, une équipe de foot ou quoi que ce soit, c'est une évidence. En plongeant en apnée, c'est-à-dire j'allais m'entraîner tout seul avec mon programme d'entraînement. J'allais en muscu, j'avais un coach, mais c'était pas vraiment mon coach. Il a fallu vraiment du temps pour avoir les moyens d'avoir quelqu'un qui te suivait. J'ai des gens qui me faisaient mes programmes comme ça, entre deux entraînements pour me faire plaisir. Christian Schmitt, qui est un très grand préparateur physique de foot maintenant et de rugby. À l'époque, il finissait ses études de préparation et de coaching. Il me faisait mes programmes, mais complètement à l'arrache, comme ça. Et donc, tous ces gens-là, les Claude Chapuis, les Serge Vermillac, tous ces gens à Monaco, les Jean-Pierre Giordano, qui m'ont permis de réussir, toi, même par la suite, parce que bon... Mon petit niveau. Tu as été bénévole pendant des années. De très bons conseils, attention. Mais... je me suis toujours senti redevable. Et il fallait absolument, à un moment, que je nettoie ce sentiment de culpabilité de vivre ma passion de la façon la plus pure, la plus simple. J'étais toujours heureux, je le suis toujours. Mais je n'avais jamais aucun souci. C'était le grand bonheur. Je gagnais pas beaucoup d'argent. C'était le peu d'argent que j'avais avec les sponsors que j'avais, le peu de soutien que j'avais, je l'investissais dans l'essence du bateau, dans le matériel que j'achetais aux gens qui faisaient ma sécu, parce que j'avais même pas de quoi leur payer un salaire. Je payais mon loyer et puis basta, quoi. Donc, il fallait absolument que je rende. Et donc, en 2001, j'ai voulu créer quelque chose qui s'appelait à l'époque l'École Bleue, qui a un nouveau nom maintenant, pour pouvoir à un moment transmettre. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je faisais des records très tôt dans la saison ? Parce que je voulais surtout faire mon record et passer très très vite à l'enseignement. Je voulais pas commencer à courir. Alors j'avais ma semaine média, il fallait monter à Paris, faire les plateaux télé, ainsi de suite. Oui. C'est normal. Normal. Mais j'avais un peu peur de tomber dans certains travers derrière, parce que vivre la plongée en apnée au quotidien, c'est vivre d'abnégation.
te priver de choses qui, pour moi, en plus, étaient un peu dans mon essence même. La fête, la fiesta, sortir, danser, draguer. Enfin bon, c'est mon tempérament. Hein. Je suis très, on appelle ça show-off. Et j'ai mis ça entre parenthèses. Alors au début, les 3 premières années, c'était parce que j'avais un objectif à atteindre. Mais en fait, c'est devenu une façon de vivre. Et donc pendant 6 à 8 mois, j'étais à 7. À 7. Et je me suis rendu compte que les 2-3 mois qui suivaient les records, souvent, c'était vraiment... alors, je ne t'ai pas dit Barclay, mais je revivais. Mais en fait, ça avait une saveur très particulière de dire à mes amis, non, désolé, je ne viens pas à l'apéro parce qu'il est 20h. Je dois me coucher parce que demain matin, j'ai entraînement à 5h30. Mais c'était tellement valeureux parce que c'était un vrai combat pour moi. Hein. C'est vrai que tu te dis... Allez, ça va, tu restes jusqu'à 21h, tu bois un Perrier, c'est pas grave. Non, mais c'est pas pareil, non. Tu veux être au top, tu dois laisser aucune chance à rien ni à personne. Et donc la deuxième chose qui a fait que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est que assez jeune, j'ai eu des expériences, ma vie de famille, mon père, énormément de choses. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait des valeurs civique fondamentale dans la vie, que j'ai repris d'ailleurs dans mes écoles, mais dans ma façon de vivre. C'est quelque chose que j'ai tiré de l'enseignement du judo avec Loïc Pietri, qui était mon entraîneur de judo. Oui, parce que tu commences par le judo quand même. Ouais, tu commences pas par l'apnée. Passionné de judo, je suis pas bon, hein, mais j'en veux. J'ai la chance de participer aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, parce que je suis monégasque, je suis national. Il y a personne à part moi, où on est peut-être 2 à se battre pour le titre. Voilà. Pas personne, mais vous n'êtes pas nombreux. Être champion national à Monaco dans ma catégorie, c'était facile. On était 2 ou 3. Le plus fort, c'était Thierry Vatrican. Il était 2 catégories au-dessus, donc il me cassait la gueule à l'entraînement, mais c'était pas grave. En compète, on se rencontrait jamais. 2 catégories au-dessus pour les gens, pour leur faire comprendre, voilà, c'est qu'il est plus lourd. Oui, beaucoup plus lourd maintenant d'ailleurs. Thierry, si tu m'entends, il faudrait peut-être que tu reprennes les footings. Et donc je buvais les paroles de Loïc, de Thierry, de Marcel Pietri, parce que ça l'est toujours, vraiment un homme valeureux. Et dans le judo, il y a le code moral du judo. Et au travers de l'enseignement du code moral du judo, je retire moi certaines valeurs fondamentales, parce que je vis des expériences qui me dégoûtent, et je me rends compte qu'il y a des choses vraiment importantes dans la vie. La vie n'est pas simple. Hein. Non, et elle l'est de moins en moins quand tu grandis. Plus tu grandis, on vieillit pas, mais elle est de moins en moins. Plus c'est difficile, parce que tu vois plus de choses en grandissant. Ouais. Tu comprends plus de choses, tu te rends compte de plus de choses, tu analyses plus de choses, tu traverses moins en fait. Et en fait, je me rends compte que tu es de plus en plus souvent déçu par des gens à qui il manque justement ces 6 valeurs fondamentales. L'honneur, le partage, la fraternité, l'engagement, l'humilité et le courage. Ce sont les 6 valeurs les plus importantes pour moi. Alors, il y a une forme d'effet miroir par rapport à l'activité que je pratique, bien entendu. Il y a un effet miroir aussi dans les valeurs civiques, d'enseignement, mais je le vois, là, j'étais en cours ce matin avec des jeunes. Il y a une forme d'incivisme, je dirais, pathologique, hein, au fur et à mesure des décennies. Parce qu'il y a une forme d'égocentrisme qui se développe, c'est notre société qui la cultive. Il y a ça, et puis je trouve que, je l'utilise à bon escient et à mauvais escient comme tout le monde, le smartphone est quelque chose qui nous cloître complètement. Et tu te rends compte que tu te retrouves à parler avec des gens, quel que soit leur âge, qui te regardent, et pendant que tu leur parles, alors que c'est une conversation, vont dégainer cette espèce d'outil et vont scroller, parce que j'ai découvert ce mot, ils scrollent, n'est-ce pas ? Scroller, avec le doigt. En te parlant et en te disant oui, et en fait voilà. Bon bref, tout simplement pour dire que au fur et à mesure du temps qui passe, on a de plus en plus d'expériences, et il y en a des magnifiques, mais on cumule aussi beaucoup de déceptions, et plutôt que de se dire c'est comme ça, ou plutôt que d'en être attristé, il faut se dire ok, on va plutôt dans la lumière et on va s'engager dans des causes qui pour nous sont beaucoup plus nobles. Donc moi en tout cas, je sais qu'au fur et à mesure du temps, j'ai de moins en moins de patience, et je suis
j'ai l'impression de devenir un espèce d'être qui brandit un étendard, qui parle de plus en plus fort, qui crie de plus en plus et qui s'engage encore plus qu'avant. C'est pas nouveau, puisque tu dis, dès que j'ai mis le doigt dans l'eau, j'ai compris que je pouvais être champion du monde. Donc tu es conscient que tu as un truc que peut-être beaucoup d'autres n'ont pas, ou en tout cas, toi tu l'as. C'est cette différence entre savoir-faire, avoir de la technique, etc. et avoir ce supplément d'âme qui fait que on dit aux copains, non, je viens pas boire un Perrier jusqu'à 21h, je rentre. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Ouais. Mais on a tous un engagement, un niveau d'engagement. Et toi, tu te rends bien compte à un moment donné, quand tu mets ton doigt dans l'eau, que tu as un niveau d'engagement différent. Ce qu'il y a, c'est que je suis... Alors, je suis peut-être pas assez, et pourtant je suis très 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 égocentrique, mais je ne le suis pas encore assez pour accepter le fait que peut-être j'avais des qualités pour certaines choses. Je pars du principe que ça, c'est à mettre dans une boîte et à mettre au fond de la mer. Le plus important, il y a quand même des qualités de base. bosser. Parce que tout le monde, même si ça te semble étrange ce que je vais te dire, tout le monde ne peut pas descendre à 12 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, comme ça. Voilà. Il y a aussi mentalement une non-appréhension d'un milieu qui n'est pas un milieu fraternel, en tout cas. Hein. Moi, je ne dis pas hostile. Je dis, ce n'est pas un milieu dans lequel nous évoluons normalement. Alors, mais parce que tout le monde n'y évolue pas. Il y a très peu de gens qui descendent au fond de la mer. Quand tu parles de la plongée en apnée, les gens, ils pensent à quoi? Ils pensent au noir, à la perte, à la disparition, au manque d'air, à la solitude, aux ténèbres. Mais pas, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. On n'a peur que d'une seule chose dans la vie, on a peur de l'inconnu. À partir du moment où on connaît les choses, eh bien, elles deviennent beaucoup plus familières, on les maîtrise. Et donc, je pense tout simplement qu'il y a très peu de gens, ou pas assez de gens, qui ont mis la tête sous l'eau pour se rendre compte que ce monde existait, sans parler du fait que c'est un monde magnifique. Il peut l'être pour certains, comme il peut ne pas l'être pour d'autres. Ah oui, ça, c'est mais sûr, je pense qu'il y a encore peu de gens sur Terre qui vont sous l'eau. Il y a peu de gens sur Terre qui vont sous l'eau, parce que c'est une chose que tu as mentionnée. Il y a aussi cette image ou cette réputation, appelle ça comme tu veux, tu parles de ténèbres, voilà. Il y a aussi quelque chose qui entoure, que ce soit la plongée en bouteille ou l'apnée, c'est le danger, voilà, qui est aussi entretenu, puisque moi j'ai fait une formation pour pouvoir plonger, qui est aussi entretenu par les enseignements que tu reçois, qui sont des enseignements précautionneux. Alors, je ne sais pas comment tu enseignes l'apnée, puisque j'en ai pas fait, mais sur la plongée en bouteille, tous les manuels, tous les examens que tu passes, ils sont sur l'enseignement du danger, en fait. Hein. Oui. Dans la préparation d'un objectif à atteindre, il y a deux choses très très importantes. Il y a la planification et la préparation. La planification, c'est faire en sorte que tout soit prêt pour le jour J, pour l'objectif à atteindre, et ainsi de suite. Et tu fais en sorte que tout se passe bien et que tout glisse. Néanmoins, tu gardes un pourcentage d'erreur. Tu pars du principe qu'à tout moment, même si tu as tout très 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 bien planifié, ça peut s'effondrer. Et là, il faut que tu y sois préparé. Et donc, tu prépares l'inverse. Et ça, c'est super important. Quand tu fais un concert au Stade de France et que tu es Johnny Hallyday et que tu n'as pas prévu qu'il pleuvrait, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, j'ai souvent vécu, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. On me prépare une scène parce que je dois faire une conférence devant plein de gens sur une scène en plein air. Et les gens, je leur dis, mais tout est OK, tout, oui, c'est bon, on a tout bien planifié. Je dis, oh, mais si jamais il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben non, mais il va pas pleuvoir. Tu vois, il va pas pleuvoir et tout. Ah bah, et bon, bien entendu, il pleut. Et quand ça arrive, les gens te disent, ah ouais, mais de toute façon, on pouvait rien faire. En réalité, au fur et à mesure que ces événements ont eu lieu, tu te rends compte qu'il y a des choses à faire. C'est ça la préparation. C'est soit tu as un plan B, tu le fais pas là, tu le fais ailleurs, soit tu prépares un endroit qui est au sec, soit tu attends avant de brancher tout l'audiovisuel, par exemple. Le temps exactement. Parce que peut-être que ça n'est qu'une inverse. Donc il y a l'expérience qui fait que tu ne peux être que meilleur d'année en année, d'événement en événement, mais surtout, il faut que tu sois assez humble, pas modeste, hein, mais humble, pour te dire, ok,
j'ai fait ça, ça s'est bien passé, mais si ça avait merdé, j'aurais dû faire comme ça. J'ai fait ça, ça a un peu... Il y a eu quelques anicroches, il faudrait modifier comme ça. J'ai fait ça, je l'ai mal fait, je l'ai mal planifié, je l'ai mal préparé, il faut que je me remette dedans. Oui, mais t'imagines quand même que alors, pour toi, ça a l'air simple, mais t'imagines qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels cette introspection ou ce retour sur quelque chose qu'il a mal fait, là tu dis, j'ai fait ça, je l'ai mal fait. Je pense qu'on est nombreux, hein, alors là, ceux qui nous écoutent, et moi y compris, immédiatement à se dire, effectivement, alors j'ai au moins une, voire plusieurs idées dans ma tête de ce que j'ai mal fait. Oui. Sauf qu'on a tous un problème avec le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Oui, mais ça c'est une chose, quand c'est fait, c'est fait. Ben voilà. On peut... Moi, mon motto dans la vie, c'est je ne peux pas pleurer sur le lait renversé, c'est pas possible. Hein. Ouais, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors toi, tu donnes une solution, tu dis, je fais une syncope et je me donne le temps de récupérer de cette syncope et j'y retourne. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas y retourner? Alors, en fait, j'ai pas la réponse parce que je suis pas conçu comme ça. Je suis conçu d'une autre façon. Une bonne préparation, c'est un bon travail. Et en fait, tant que j'ai pas réussi, j'y retourne. J'y retourne. Il n'y a pas moyen que je me sois levé tous les matins à 5 heures pendant 9 mois pour échouer là maintenant. Non, je recommence et je recommence et je recommence. Jusqu'à soit que j'y arrive, soit que je meurs. Restes. Voilà. Non mais c'est super important dans le travail tous les jours. C'est parce que champion du monde de plongée en apnée, champion du monde de tennis, champion du monde d'athlétisme, champion du monde. Mais c'est en fait quand tu t'investis à un moment tu ne peux arriver que au meilleur de toi-même. Le meilleur de toi-même, quelquefois, c'est champion départemental, mais c'est le meilleur de toi-même. Quand tu fais un gâteau parce que tu reçois des gens chez toi et tu veux leur faire à manger. Si à un moment tu veux préparer à manger, tu t'y prends à l'avance. Tu choisis le menu, tu regardes les recettes, tu t'entraînes, tu fais une fois, 2 fois, 3 fois. Tu te lances pas comme ça. Tu pars pas au championnat du monde d'apnée comme ça en ayant acheté une combi dans un magasin la veille. Tu comprends? Donc c'est exactement ça. Une bonne préparation, c'est un bon travail. Alors, c'est peut-être un peu triché de parler comme ça parce que dans mon activité à moi, t'es obligé de faire ça pour réussir tes objectifs et survivre. Mais en réalité, est-ce que tu es comme ça parce que tu as pratiqué cette discipline ou est-ce que tu pratiques cette discipline parce que tu es comme ça? On ne sait jamais vraiment. Tu te fabriques au fur et à mesure du temps. Moi, à 18 ans, j'avais plein d'opportunités. Et puis un jour, je me suis levé, je me suis dit, tiens, plutôt que faire la grasse mat, je vais aller, il fait froid, on est en février, je vais aller m'entraîner avec les Niçois, dans la rade. Et puis le lendemain, allez, j'y retourne. Il faisait froid, mais j'y retourne quand même. J'aurais pu rester chez moi, tranquille au chaud. Donc à un moment, c'est un choix. Mais 1 an auparavant, je savais pas que j'allais faire ça. Ouais, enfin, tu dis, c'est un choix. En février, tu plongeais déjà avec ton père petit pour aller faire de la pêche sous-marine. Oui, mais c'était autre chose. T'as pas mis le pied dans l'eau en février la première fois à 18 ans parce que tu as rencontré des apnéistes. Non, mais peut-être que si jeune, on m'avait, ce qui n'est jamais arrivé, on m'avait fait, comme Charles Leclerc, on m'avait fait faire piloter un kart. Ouais. Peut-être que la plongée en apnée, j'en aurais jamais fait. Même si mon père était un champion de plongée en apnée, pour autant je l'ai pas vu plonger, puisque lui c'était un champion de 1960 à 72, je suis né en 75. Quand j'ai pris conscience de la mer à 6-7 ans, ça faisait bien longtemps lui que sa combinaison il l'avait offert à quelqu'un. Donc en réalité, je me suis nourri de ses aventures, de ses récits, des récits racontés par les autres. Il t'en parlait quand même. Oui, mais il m'a pas pris par la main, il m'a pas mis sous l'eau. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc peut-être que j'aurais fait du vélo, je serais devenu un grand cycliste. Peut-être que j'aurais fait du piano, je serais devenu mélomane. Peut-être que j'aurais été moi chez Ferrari plutôt que Charles Leclerc avant, tu vois. On sait pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un jour été appelé par la mer. J'avais une folle envie de vivre en elle. J'avais une folle envie d'aller découvrir ces grands animaux qui la peuplaient. J'avais une folle envie de découvrir tous ces trésors que l'on me racontait, qui étaient cachés au fond de la mer. J'avais envie de découvrir ce que on me racontait sur mon père. Ton père, il est allé à Tahiti, tu te rends compte, en 68. Il a fait les championnats de Tahiti. C'était quand même quelque chose.
Tahiti, mais à cette époque-là, c'était complètement irréel. Les mecs, ils fumaient dans l'avion à l'époque, quoi. C'était une grande époque. Il avait fait le tour du monde plein de fois pour aller tuer des poissons énormes. Puis lui, il avait une façon de raconter des histoires qui était tellement dingue. Donc, j'étais complètement subjugué par ça. Et il m'interdisait d'aller dans l'eau. Ouais, enfin, t'étais subjugué par ça. T'avais peur des requins, quand même, hein. Alors, au fur et à mesure du temps, effectivement, au plus on passait du temps dans l'eau avec mon jeune frère et on s'aventurait au fond de la mer. Qui fait de l'apnée aussi, hein, ton frère. Très fort, très très fort. Plus doué que moi. Moins travailleur dans cette discipline, en tout cas, dans d'autres, mais vraiment doué. Tu vois qu'il faut un combo quand même. On parlait tout à l'heure, il faut un combo. Tu peux avoir des dispositions naturelles, tu peux avoir un don. On a parlé avec d'autres à ta place de dons, beaucoup. En tout cas, d'aptitudes particulières. Et puis, il faut quelque chose d'autre. Il faut ce combo-là. Il faut l'engagement et l'abnégation, autrement ça sert à rien. Voilà. Donc revenons sur les requins, là. Vas-y, explique. Et donc moi, je fais pas partie de la génération du Grand Bleu, puisque je suis né en 75. C'est l'année de la sortie des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Donc je fais partie de la génération des Dents de la Mer. Et qui a certainement contribué à développer une psychose terrible. Mais complètement. Autant personne n'a peur des aliens. Par contre, les requins, les gens ont énormément peur. C'est cette affiche aussi. Enfin, il y a plein de choses dans l'imaginaire collectif. Les Dents de la Mer. Sous la mer, tu vois pas dans l'eau, tu es dévoré, tu peux pas te battre, tu peux pas t'enfuir. Un lion, ça fait presque moins peur parce que tu peux courir ou monter dans un arbre, mais dans la mer, tu vois pas d'où vient le danger. C'est relativement terrorisant. Tu te bats contre des créatures qui ont des qualités que toi tu n'as pas, des aptitudes que toi. Ils sont chez eux. On n'est pas chez nous dans la mer. Toi, tu n'es pas chez eux. Et moi, en fait, je grandis, à partir de 12-14 ans, je grandis avec l'envie de devenir un super apnéiste. Mais j'ai peur d'aller là où la pénombre débute, là où je commence à être seul, parce que comme je suis fort, les gens, ils tournent avant moi à la descente. Allez, on va tout à 30 mètres, mais à 20 mètres, les gens, ils commencent à tourner, moi, je continue. Et là, ça commence à être particulier. Je vis un paradoxe. Je veux aller le plus bas possible, avec une peur viscérale de rencontrer un requin que je n'ai jamais vu. La peur de l'inconnu, tu te souviens ? Et le temps passe, et vers 16-17 ans, vraiment là, ça devient problématique parce que je pense que je vais partir à la fac des sports si je réussis mon bac. Et une fois que j'y serai, là, je vais m'engager pour vraiment devenir un apnéiste engagé. Ou du moins m'engager à être un apnéiste. Néanmoins, c'est une crainte dont j'ai honte en plus. Parce que... Tu le dis à personne ? La plus grande peur que j'ai toujours eue, c'est d'avoir peur. J'ai toujours eu peur d'avoir peur. Là aussi, on sait qu'on est nombreux. Je pense d'avoir peur, je pense qu'on est nombreux. La honte, je sais pas. J'ai jamais réussi à soigner ça. Alors, je l'ai soigné différemment. Je me suis dit, plutôt que de le combattre, excelle. Parce que comme ça, tu n'auras pas peur. Si tu maîtrises, voilà. J'avais, par exemple, au début de la médiatisation de ma personne, j'avais un peu... Alors, je voulais bien faire des interviews en différé, je voulais bien faire des enregistrements, mais je voulais pas faire du direct. J'imaginais que... Parce que je pouvais pas rebondir si jamais je disais une bêtise. Donc, j'avais cette crainte-là. Et donc, plutôt que de prendre des cours ou quoi que ce soit, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller tout le temps, jusqu'au moment où je ne répondrai pas aux invitations, je les solliciterai. C'est-à-dire que j'irai. Et je me suis rappelé quand j'étais petit, j'avais vachement peur du noir. Et on vivait dans un immeuble avec ma mère, et elle me disait, il faut aller jeter la poubelle, et j'avais supra peur d'aller dans ces couloirs, parce que le temps que j'arrive au local poubelle, la lumière s'éteignait. Voilà. Et les timers, oui. Et donc, au début, j'y allais en courant. Je me suis pris la porte plein de fois. J'allais en courant avec ma poubelle, je la jetais et tout. Et à la fin, je me suis dit non, on va faire différemment. Je vais y aller les yeux fermés. Et après, à la fin, je n'allumais même plus la lumière. C'est-à-dire que j'ai ce tempérament où j'ai honte d'avoir peur ou de pas maîtriser. Et donc, plutôt que de me cacher, je me mets dans la lumière ou dans la pénombre et j'y vais, tant pis. C'est pas grave. À une victoire sans gloire, vaut mieux une défaite honorable. Je me brûle. Mais au moins, j'y suis allé. Et
que je fasse quelque chose de bien ou de mal, au moins je suis fier de moi. Je suis fier d'y être allé. Et ça, c'est super important. C'est ça l'engagement, en fait. On y revient. Bref. Et donc, à un moment, il faut y aller parce que je veux être champion du monde de plongée en apnée. Et au fond de la mer, il y a des requins. Mais il y a la plaquette. Et les requins, on verra bien. Donc, je prends un avion. Je vais à l'île de la Réunion. Je prends rendez-vous avec un gars qui, lui, a l'habitude de les rencontrer. Et il me dit, qui est un chasseur sous-marin. Il me dit, je t'amène, on va voir ses premières bêtes et tout. Ça fait un quart d'heure que je suis dans l'eau et là je tombe nez à nez avec un énorme requin citron jaune avec des dents monumentales. Le truc, il me voit, il fait demi-tour et il détale. J'ai même pas eu le temps d'avoir peur que lui avait déjà fait demi-tour. Et là je comprends que ce jour-là, le requin, c'est moi. Oui. C'est moi le requin pour lui. Oui, en fait, t'es dans son milieu, c'est toi qui viens... Il a peur de l'inconnu. Bien sûr. Et je me dis, mais en fait... Un requin, c'est un poisson. Un poisson, c'est un poisson. Un poisson, et basta. C'est un poisson, c'est pas qu'il ait des dents, qu'il soit gros, petit ou quoi que ce soit. Et c'est là où j'ai commencé à développer ce concept que je reprends dans de très nombreuses conférences que j'anime sur la peur de l'inconnu. Et ça, c'est super important. J'avais fait un TEDx d'ailleurs là-dessus. Et c'est vraiment super intéressant. J'ai compris qu'on avait peur que d'une seule chose, c'était de l'inconnu. Quand l'inconnu, on le maîtrise, il n'y a plus aucun souci. Oui, quand tu sais ce qu'il y a derrière. Ouais, effectivement, quand tu sais ce qu'il y a derrière, ou dessous, ou à côté, ou après, ou... forcément, on a... Et donc, en fait, tu développes plein de procédés. Tu apprends les langues, tu apprends à maîtriser certaines choses que tu ne maîtrises pas à la base, et tu les mets pas de côté parce que d'une part, tu as peur de perdre la gueule parce que tu sais pas le faire. Et vraiment, je suis conçu comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu rougi parce qu'on me disait « Ah bon, tu sais pas faire ça ?» Et je rougissais. Ben non, mais tu as 20 ans, il y a des trucs que tu sais pas faire. Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi. Je suis conçu comme ça, je sais pas. Et donc, ça a fait de moi quelqu'un... C'est l'éducation que tu as reçue ou quand tu dis « Je suis conçu comme ça ?» Je sais pas, parce que finalement, tu me dis que ton frère, il est pas comme ça. C'est un tempérament. Non, c'est pas l'éducation, c'est un tempérament. Je pense que tu es conçu d'une certaine façon. Hein, chacun est unique. Et ma personne, en tout cas, elle a besoin de maîtriser, elle a besoin de... Si je suis sur un surf, pourtant je suis pas un grand surfeur, hein, il faut pas que je tombe. Et pourtant c'est le jeu, il y a la vague, t'es dans l'eau. Tu vas tomber à un moment. Hein. Et il y a pas moyen, quoi. Donc s'il faut laisser pousser les ongles des pieds pour les enfoncer dans la planche, tu vois. Tu vas le faire. C'est hallucinant. Il faut vraiment mériter ce que tu obtiens. Il faut t'engager jusqu'au bout, il faut donner tout ce que tu as, il faut rien lâcher. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. Alors, j'ai jamais pu être dirigé par des gens. J'ai toujours été mon propre patron du début à la fin. Et bon, c'est pas encore la fin, j'ai que 48 ans, bientôt 49. Mais je sais que je suis conçu d'une certaine façon. Je dois absolument maîtriser. Et je veux bien obéir. Mais si j'obéissais... en fait, c'est pas tellement ça, c'est que j'obéirais à quelqu'un... qui maîtrise plus que toi. En fait, je sais même pas si j'obéis. En fait, en réalité, on y va ensemble, mais je sais pas si j'obéis, en fait. Ouais. Je suis pas... Voilà. Et dans le monde du travail, je suis vraiment très... comment on pourrait dire, je dis pas jusque boutiste, mais très consciencieux. T'es pointilleux, en tout cas, ouais, c'est sûr. Je suis pas un patron cool, parce que à la 3e fois où je te répète la même chose, je perds patience. Et parce qu'en fait, je suis conçu d'une certaine façon, il n'y a pas besoin de me les dire 3 fois les choses à moi. Et ça, c'est... Et j'ai essayé de travailler là-dessus. On n'est pas tous fait du même bois. Hein. Mais bon, je tiens aujourd'hui à m'excuser avec tous les gens avec qui je travaille. Mais je vous le dis encore pour une 10e fois, les gars, je suis vraiment désolé, hein, mais j'ai vraiment pas de patience. Moi, je voudrais qu'on revienne juste sur un truc que tu viens de dire, parce que c'est un point qui m'intrigue beaucoup. Tu disais, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut s'engager, il faut aller au bout, il faut avoir son objectif. Cet été, il y a eu sur la scène internationale une polémique que certains ont pu trouver risible de Noah Lyles, ce champion du monde d'athlétisme 100 mètres, 200 mètres à Budapest, qui dit « Moi, je suis un champion du monde parce que je me suis confronté au monde. » Alors qu'il y en a qui se prétendent champions du monde alors qu'ils ont juste... ce sont les meilleurs dans leur discipline, quoi. Et il y a eu cette polémique de « Qu'est-ce qu'un champion du monde ?» Et c'est la question que je te pose, c'est quoi pour toi un champion du monde ? Parce que champion du monde d'apnée, dans les années 95... Voilà, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment un champion du monde ou c'était le meilleur du moment sur le réservoir qu'il y avait, quoi ?
Non, on va aller loin là. Je vais essayer d'avoir une réflexion rapide, mais en fait, le constat que j'ai de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on vit déjà dans un monde qui est monté à l'envers. D'accord ? On donne des milliards d'euros à des gens qui pratiquent leur passion au quotidien, qui jouent au foot, qui avec une raquette poussent une balle. Voilà, on donne des milliards d'euros à des gens comme ça pour finalement vivre leur passion. Et puis des gens qui s'investissent au quotidien pour les autres, les gens qui ramassent les poubelles, les médecins et ainsi de suite, eux, on les dénigre complètement. Donc déjà, à partir de là, le constat, il est plutôt alarmant, c'est que le monde est monté à l'envers. Ensuite, très honnêtement, champion du monde, ça n'est qu'une reconnaissance sociale. On n'est pas un champion du monde. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une activité, quelle qu'elle soit. Alors là, on va parler de sport. On parlait d'athlétisme, donc c'est de l'athlétisme. Très bien. Eh bien, il y a cette personne, ce jour-là, devant les médias, les juges, les jurys, tout est parti, a fait la meilleure performance du moment face à ses pairs, et il en est le meilleur. Très bien. Bon, mais ça n'est que ça en fait, c'est juste une reconnaissance sociale. Ouais. Alors oui, tu es le champion du monde ce jour-là, et très certainement que si il y a énormément de gens dans le monde qui pratiquent cette même discipline, et que donc toi tu es le meilleur, ça veut dire que tu as développé des qualités, des capacités qui t'ont permis non seulement de réussir à ce niveau-là, mais de réussir dans d'autres domaines. Parce que cette personne, je suis très certain que si on le met, je suis vraiment certain même, que si on le met dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le sport, il saura en tout cas avoir une certaine forme d'élitisme. Oui. Voilà, parce que c'est dans sa nature. D'engagement de toute Exactement. façon. Mais par contre, il ne faut jamais oublier quelque chose, les champions là. T'es champion du monde du 100 mètres à 9, je sais pas combien. Mais ce jour-là, devant tout le monde. Mais imaginons une personne sur une plage déserte qui bat le record du 100 mètres à 7 secondes devant personne. C'est quand même lui le meilleur, mais personne ne le sait. C'est là où ça n'est qu'une reconnaissance sociale. Et elle n'a de valeur que ce qu'on le lui donne. Pour moi, le champion du monde, ça pourrait être tout aussi bien l'abbé Pierre, une personne qui se jette à l'eau pour aller sauver quelqu'un. C'est pour ça que je dirige un centre de sauvetage aquatique, qui va s'investir pour les autres, qui va mettre entre parenthèses sa vie, son quotidien, son travail. Quelqu'un qui va s'investir énormément dans l'enseignement ou l'éducation de ses enfants. C'est ça en fait un vrai champion. Si c'est juste pour briller le jour J, c'est un peu presque, je dirais, anecdotique. Oui, mais enfin, tu quand même, enfin, tu reconnaîtras, j'espère, avec moi, qu'il y a aussi cet objectif qui est d'être reconnu par la société, d'avoir une position, et qu'on ne peut pas non plus complètement occulter le fait que certains s'engagent pour cet objectif-là. Alors, c'est amusant parce que je me suis rendu compte de quelque chose au fur et à mesure des années. Lorsque tu débutes dans le sport, tu veux être le meilleur et tu veux être sur la première marche du podium. Ouais. De toute façon, très honnêtement, il n'y a que celle-là qui compte, parce que la deuxième marche, c'est celle du premier perdant. On est d'accord ? Le deuxième, c'est le premier perdant. En tout cas, celui qui n'a pas gagné. Donc, c'est soit t'es premier, soit t'es pas. Et alors, quand t'es quatrième et que t'es pas du tout sur le podium, alors là, c'est terrible. Non, mais pour moi, la deuxième place, elle m'intéresse pas. C'est le premier perdant. Donc, bien sûr. Tu vois ? T'es battu. Donc, t'es premier ou t'es rien. Donc, autrement, ne t'engage pas pour être le meilleur. Ou alors participe à la Coubertin. Mais si tu t'engages pour être le meilleur, voilà. Donc en fait, tu vas t'investir et tu vas tout donner pour être le meilleur. Je me souviens de mon préparateur physique, au tout début, Jacek Szajnowski, très connu à Monaco, n'est-ce pas ? C'était mon tout premier préparateur physique. J'étais pas à la hauteur de ses attentes, donc j'ai pas pu faire plus de 2 ans avec lui, parce que c'était très dur. Mais il m'a dit... Pierre, un jour, si tu t'entraînes avec moi, tu seras champion du monde. Tu seras tout en haut de la montagne. Et tu verras le monde dans son entièreté. Mais tu seras seul. Ah oui. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là quand tu redescendras ? Avec son accent polonais. Ça m'avait vachement marqué parce que j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire. Eh bien, j'ai vu autour de moi plein de gens dans plein de disciplines différentes, voir leur édifice s'effondrer. Tu vas comprendre. Au début, quand tu n'es pas encore champion du monde, je ne parle pas d'olympisme, je parle de champion du monde, le meilleur du monde, eh bien tu fais tout pour l'être. Et puis tu l'es, et donc tu as en fait cette reconnaissance sociale. Et avec la reconnaissance sociale, tu as tout ce qui est ville,
tout ce qui va parasiter autour. C'est-à-dire, dans des sports autres que la plongée en apnée, tu as déjà les finances, boum, ça tombe, c'est super. La visibilité, la médiatisation et ainsi de suite. Et puis alors tout ce qu'il y a autour maintenant avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. T'es plus le champion du monde d'Instagram que de ton activité. Et ces champions, ils sont plus sur la marche du podium. Ils se battent pour la 5e, 6e place. Parce qu'en fait, à un moment, ils ont acquis cette reconnaissance sociale qui, en plus, financièrement, leur permet d'être super confortables. Et ils vont faire des choix plutôt financiers ou médiatiques plutôt que sportifs. Et ça existe d'autant plus dans des sports où tu gagnes beaucoup d'argent et tu as énormément de visibilité. Dans la plongée en apnée, moi, je n'ai que 4 records du monde. Mais il y a des gars de ma génération qui ont fini plus tard que moi ou qui avaient commencé plus tôt, qui en ont 16, 18, 20 des records du monde. C'est pas pour autant qu'on les connaît plus, mais c'est surtout que c'est des gens qui, du jour où ils ont arrêté les compétitions, ils ont fait comme moi, ils ont monté une école. Parce qu'en fait, tu avais pas d'argent dans cette discipline. T'étais pas, tu avais la reconnaissance de tes pairs, la reconnaissance sociale, le titre. Néanmoins, la médiatisation, elle n'intéressait que les gens concernés par la plongée en apnée, parce que c'est tout. Et il y avait pas cet aspect pécunier qui fait qu'à un moment, tu continues à faire les bons choix, c'est-à-dire à t'investir et à aller t'entraîner tous les matins. Non pas pour aller faire des shootings photos, te draper dans des fringues de marque, tu vois, plutôt que d'aller t'entraîner. C'est vraiment différent. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les sports. Attention, c'est pas que j'ai pas de respect pour les autres, pour d'autres sports, mais j'ai du respect pour les sports où à un moment, si tu fais l'erreur, ça fait mal. La boxe, la gymnastique, le triathlon, la plongée en apnée. En boxe... Le biathlon aussi. En boxe. Si tu passes ton temps à aller faire des shootings, à mettre des bijoux et à faire des selfies sur Instagram, tu montes sur le podium, tu prends 2 pastèques et tu vas te coucher. Donc, et ça pique. En MMA, c'est la même chose. Donc la médiatisation, c'est une chose, mais il y a la réalité de terrain aussi. Donc la partie sociale, elle n'est que ce qu'elle est. La reconnaissance médiatique, elle n'est que ce qu'elle est. Ce qui est important, c'est d'être l'homme ou la femme que tu es, de jamais y déroger et de t'engager jusqu'au bout. Et il faut beaucoup de courage pour ça. Et du coup, si je te suis, on comprend peut-être que toi, le fait de ne plus avoir les capacités, parce qu'avec l'âge, c'est une réalité, quand on fait du sport, qu'il soit confidentiel ou pas, avec l'âge, on perd les capacités pour atteindre certains niveaux. Et donc exister à un certain niveau. Donc en fait, en t'écoutant, on comprend que le fait que tu aies petit à petit perdu ces capacités-là n'a peut-être pas été aussi dur pour toi que pour quelqu'un qui n'a pas préparé la suite, en fait. Oui. J'étais dans la transition en même temps que j'étais. Je préparais ma reconversion alors que j'étais encore dans les lignes d'eau à m'entraîner. Le matin, j'allais à la piscine et ensuite je donnais des cours à l'école. Puis j'allais à la muscu, puis je retournais donner des cours à l'école. Puis ensuite, je donnais des cours à l'école et le soir, j'allais m'entraîner en piscine ou je retournais en mer. Donc en fait, j'avais cet engagement permanent. J'étais bien entouré par des gens qui étaient... Ce qu'il y a de génial, l'éducation que j'ai eue, c'est pas parce qu'on te voit que tu as raison. Donc, tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Et surtout, si tu parles devant une caméra, devant un micro, on te pose des questions, ça n'est que ça. C'est pas parce qu'on te voit à la télé que t'es important. Quand tu reviens à la maison, tu fais la vaisselle quand on a fini de manger, et tu participes aux tâches ménagères, familiales et ainsi de suite. C'était super important. On t'écoute pas plus parce que t'es médiatique. Dans ma famille, on t'écoute pas plus. Je dirais presque qu'on t'écoute moins parce que t'es médiatisé, pas médiatique. Parce que t'es médiatisé. Et ça, c'était super important. On m'a toujours remis sur les rails. Et je pense que je suis toujours allé vers des gens qui n'en avaient que faire de ce que je pouvais, du moins médiatiquement, représenter. Et ça, c'était super important. Vivant dans un petit pays, Monaco, qui est en même temps une petite ville aussi, avec... à côtoyer au quotidien les gens avec qui tu étais au lycée, au collège. Je veux dire, quand tu as fait le tour des garçons et des filles, je veux dire, tout le monde te connaît. Tu peux pas la faire à l'envers. On va dire... Surtout si,
comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où tu as raté des trucs, donc on connaît tes points faibles, ou en tout cas, on peut avoir ton opinion. C'est surtout que tout le monde te connaît, tu peux pas, je veux dire, parce qu'il y a aussi le jeu de la médiatisation, il y a cette espèce de, tu charmes avec le micro, tu charmes avec la caméra, tu charmes avec la journaliste, durant un podcast, tu fais les yeux doux, ainsi de suite. Donc tu te balades dans la rue à Paris après un plateau télé, les gens ils te reconnaissent, ils t'arrêtent, ils te demandent un autographe. À Monaco, ça n'arrive pas. Qui est-ce qui va te demander un autographe? Le mec avec qui t'étais au lycée? Non, c'est sûr. Le gars avec qui t'étais à Carrefour la veille pour aller faire les courses? C'est ça qui est super important. C'est qu'à un moment, tu saches toujours d'où tu viens, qui tu es, ce que tu es capable de faire, ce que tu fais. Et ça, c'est super important. Ça fait partie de l'éducation. Et surtout le cultiver. Te barre pas aux États-Unis ou... Non, reste ici. Rappelle-toi toujours qui tu es. Et donc, j'ai préparé ma reconversion en même temps que ma carrière sportive. Et donc, j'ai jamais souffert de ma retraite, même si j'ai dit que j'étais à la retraite, j'ai repris la compétition, puis j'ai redit que j'étais à la retraite, parce que j'avais quand même envie d'y retourner. Tu nous as fait une Tom Brady, quoi. Exactement. Mais c'est surtout que t'es le meilleur dans ta discipline, ok, super. Ouais, mais tu sais faire que ça? Montre-nous un peu si tu sais faire autre chose. Et donc voilà, ok, je vais vous montrer. On me l'a pas demandé, hein, je me le suis demandé à moi-même. Je me parle souvent dans le miroir. Et mais c'est vrai que le mec, je le reconnais de moins en moins. Il blanchit. Et donc, essaye ça. Essaye de faire du mieux que tu peux. Le problème, c'est qu'à partir du moment, c'est épuisant. Hein, c'est épuisant pour les autres. Moi, je m'épuise toujours pas. Mais c'est vrai que quand tu commences à faire un truc... Tu peux épuiser ceux qui t'entourent, ça c'est possible. Oui. Tu épuises les gens qui t'aiment. Le niveau d'exigence fait qu'il y en a certains autour de toi qui peuvent s'essouffler. Oui. Ça c'est possible. Il y a ça, et puis en plus, moi, les disciplines que j'ai choisies, les reconversions professionnelles, c'est dans l'enseignement. Donc en plus, on me prête, mais très certainement à raison, quand je donne mon avis, apparemment je donne des leçons. Alors bon, j'essaye de me guérir, mais alors je sais pas si. Et donc souvent on me reproche, enfin les très très proches, hein, ceux qui vivent au quotidien avec toi, tu dis non mais c'est bon là, t'es pas en cours, hein, t'es pas en train de m'expliquer, t'es pas en train de me faire une leçon. Et il y a cette espèce de, c'est important d'arriver à faire la part des choses, toi pour toi et pour les autres, mais il faut que les autres comprennent aussi que s'ils t'aiment, c'est parce que t'es comme ça, mais si t'es comme ça, c'est parce que t'es comme ça. Et donc, ils ont pris le package. Donc, si t'as pas envie d'entendre, souris. Fais autre chose. Fais style que t'écoutes, mais pense à autre chose. Laisse-moi finir ma phrase. À la fin, quand tu dis oui, normalement, ça se passe bien, et puis on passe à autre chose. Oui, enfin, tu remarques quand même quand les gens sont pas attentifs, quand ils sont pas réceptifs. Tu dis, je donne des leçons. C'est un cheminement de pensée qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Mais à un moment donné, tu le vois dans les yeux des gens qui sont en face de toi, s'ils te suivent, non? J'ai appris qu'il fallait parfaire la rhétorique. Je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai appris à mieux m'exprimer parce que je suis peut-être un peu trop directif. Je croyais que les gens... Je pensais que... Au milieu de ma carrière, je pensais que j'impressionnais les gens parce que... j'étais médiatisé. Mais en fait, pas du tout. Je pense que mon tempérament, ma façon de m'exprimer, le fait que je laisse rien passer, que je sois très extrémiste... Parce que tu es complet. Oui, et puis alors je suis pas dans le jugement, mais tu m'intéresses pas si tu te donnes pas les moyens. Tu vois, je veux dire, quel que soit le choix de vie et professionnel que tu as fait, enfin, ça sert à rien de te lever et d'aller au travail si c'est pour pas bien faire ton boulot, quoi. Tu m'intéresses pas. Donc en fait, comme tu m'intéresses pas, soit je te le dis, soit je te le fais comprendre, soit je ne te calcule même pas. Je te calcule même pas. Et donc les gens prennent ça pour qu'est-ce qu'il est odieux, tu vois. Ça se dit l'odiosité. Il faut vraiment que il va falloir parfaire la rhétorique, Pierre. Ça se dit pas l'odiosité. Mais tu vois, en fait, je suis pas odieux. C'est juste que tu investis-toi. Fais pas les choses à moitié. Fais-les ou les fais pas. Oui, mais ok. Ou alors va au bout. Fais-les à moitié, mais va au bout de ce que tu peux faire. Non, mais on est d'accord avec ton constat. Je pense que tous les gens qui ont des projets, des visions, des ambitions, des objectifs, voilà. Et puis il y a ceux qui partent de tellement loin que
ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu leur demandes de faire encore 3 pas derrière les 18 qu'ils viennent de faire, et c'est impossible. Alors, oui, mais ça c'est, tu leur demandes de faire quelque chose. Mais des fois, il n'y a même pas à demander. Il y a des gens qui ne se lèvent pas pour faire quelque chose et qui se plaignent de ne pas l'avoir ou de ne pas l'obtenir. Mais mec, si tu veux quelque chose, mais lève-toi, quoi. Combien de fois, c'est arrivé récemment, là, je faisais des dédicaces pour le dernier livre, d'ailleurs, je ne le vois pas ici, il va falloir que je te l'amène, parce qu'il y a une très belle bibliothèque ici, mais il n'y a pas mon dernier livre. Je te rassure, j'ai rien écrit, c'est que des photos. Et il y a une personne qui arrive qui me dit « Ah, c'est génial, j'aimerais tellement être comme vous ». Je dis ah bon, aller dans la mer et faire des photos avec les animaux. Ben non, en fait vivre ça, le vivre comme ça, et puis être champion, et puis si. Alors je dis écoute, champion, ça fait 20 ans que je le suis plus, donc je suis champion des papas, je suis champion des profs si tu veux, mais je suis pas du tout, je suis plus champion de plongée en apnée. Mais surtout, est-ce que tu t'es donné les moyens pour réussir de faire quelque chose ? Tu es prêt à te lever à 4h du matin pour aller plonger en hiver ? Donne-toi les moyens, en fait. C'est juste, tu peux réussir à faire quelque chose. T'habites à Paris, tu voudrais vivre au bord de l'eau. Mec, fais tes valises. Fais tes valises et va au bord de l'eau. Parce que la mer, elle n'est pas à Paris. Elle n'est pas en Dordogne. Si tu veux vivre à Nice, il faut aller à Nice. Voilà. Mais c'est relativement simple, la vie. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Oui, alors, on finira là-dessus. Donne-toi les moyens. Il y a mais aussi c'est pas déjà fini, quand même. Il y a aussi des moments où tu te donnes les moyens et ça marche pas. Alors, ça, c'est autre chose. Tu te donnes les moyens, ça ne fonctionne pas. Mais tu t'es donné les moyens. Parce que tu m'expliques tout ça. Fier de toi. Tu m'expliques tout ça. Ok, t'es super fier de toi. Mais tu m'expliques tout ça. Et je peux pas imaginer une seule seconde qu'avec l'ambition et la variété d'objectifs que tu puisses t'être fixé dans la vie. Moi ? Oui. Ouais. T'es pas eu d'échec. Mais oui, plein. Mais bien sûr. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Alors, il y a... Ok, t'es super fier de toi. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment ? Attends, j'essaie de... Je viens de me rendre compte de quelque chose dans la révélation lors du podcast avec Geneviève Berti. Le mec, il se rend compte que ses échecs, ils sont effacés par ses réussites. C'est-à-dire que si tu fais bien les choses... Oh, on dirait Lucchini qui parle. Si tu fais vraiment bien les choses... Tu vas faire du Delon, tu vas parler de toi à la troisième personne, ça va être quelque chose. Quand même. Il vous parle. Si tu fais bien les choses, c'est-à-dire si tu vas au bout de tes ambitions, de tes objectifs, si tu vas au bout de ton engagement, si tu es vraiment engagé, si tu as le courage en plus de t'engager encore plus... Et la persévérance. Eh bien... tu essayes jusqu'au moment où tu réussis. T'échoues, tu pouvais pas faire mieux, très bien. Bon, c'est pas grave, tu réessayes autre chose. Et en fait, les échecs, ce sont des marches qui te permettent d'accéder au fur et à mesure au panthéon de tes objectifs. Très bien. Tes échecs sont finalement le fruit, ou du moins les éléments constructifs de ta réussite. Ah ouais. Et donc, ils sont presque plus importants que ce que tu as réussi. Ils sont constitutifs, en tout cas. Mais bien sûr. Et dans la vie, on échoue beaucoup plus que ce qu'on réussit. Mais on s'en rappelle peut-être pas. Peut-être moins. Parce que très honnêtement, là, si je devais claquer des doigts en... Qu'est-ce que tu as raté ? Alors bon, il y a des choses inavouables lors d'un podcast. Donc. Mais des vrais gros échecs, là, comme ça, je ne saurais pas dire. Mais les grandes réussites, je t'en cite 20 là comme ça. Ah, bien sûr. Bon, mes performances, ma vie de famille, mon gamin, mes écoles, ce gamin qui était prostré dans un coin pendant un cours parmi 40 autres petits, et puis que j'ai vu parce qu'il avait l'air bizarre, je suis allé le voir, puis je me suis rendu compte que ce petit, sa vie personnelle était un peu particulière, c'est pour ça que ce jour-là il courait un peu moins, et donc on a discuté, et puis en discutant on s'est rendu compte qu'il y avait un problème à la maison, et on a résolu ce problème. Et ce gamin maintenant il brille. Voilà, ça c'est des vraies réussites. Qu'est-ce que j'ai échoué je sais pas. Ah non, la question c'était pas que tu me donnes un échec. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que... C'était pas l'idée. C'est tellement important dans la vie des gens de prendre conscience que une journée, c'est 24 heures. Elle est déjà trop courte. Et que dans cette journée, on a peut-être 10 ou 15 vies différentes. Ouais, ça c'est sûr. J'ai un enfant de 6 ans. Ce petit, il est pas grand, il fait 1 mètre... Ce qu'elle m'a dit, Mara, il fait 1m10 ou 1m20 1m10, 1m10, 20 kilos. Voilà, parce qu'on l'a... Ouais, 1m20, ça me paraissait beaucoup. Il fait 1m10, 20 kilos depuis avant-hier.
Et ben quand je marche dans la rue, je me rends compte que lui me parle et il me regarde de bas en haut. Ouais. Mais moi, ce qui est important en tant que papa, en tant que guide, en tant que protecteur, en tant qu'éducateur et qu'enseignant, parce qu'en plus ça se mélange, je me dois de le regarder de haut en bas, mais les yeux dans les yeux. Combien il y a de parents qui regardent leurs enfants dans les yeux quand ils leur parlent? Combien il y a de gens qui parlent aux gens les yeux dans les yeux? Et ça, c'est super important. Depuis que j'ai ce petit, peut-être, mais fais l'effort. Je me suis rendu compte, depuis que j'ai ce gamin, que c'était super important de le regarder dans les yeux. Et je me suis rappelé qu'en fait, j'étais pas un super élève à l'école, mais j'étais très attentif. Il y avait des disciplines que j'adorais. Histoire géo, c'est pas très dur, hein, t'apprends par cœur et tu répètes. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ouais. Le français, le romantisme, les lettres, Baudelaire, n'est-ce pas? Séduit par les profs d'ailleurs de lettres qui étaient magnifiques. Bon, la philo, bien entendu. Les maths, c'était pas possible. La physique, alors j'aimais bien la physique, mais pas trop quand même. Bref. Enfin, après, quand tu as passé tes diplômes de plongée, ça a dû bien. C'était autre chose, oui, bien sûr. Mais je me souviens que j'étais un élève attentif. J'étais pas très fort à l'école, jusque dans les dernières classes, hein, première, terminale. Là, quand j'ai compris à quoi ça servait. Bref. Mais par contre, je me souviens que j'avais toujours l'impression que les profs me parlaient à moi. Je me disais, mais ils me regardent que moi. Mais en fait, c'est moi qui le regardais. Et je me suis souvenu que j'avais cette faculté, et c'était pas pour donner le change, hein, mais quand quelqu'un parle, déjà à l'époque, et ça c'est inné, je regardais les gens dans les yeux. Et donc ces gens, ils s'adressaient à moi, ils s'adressaient aux autres, mais entre celui qui gribouille sur son cahier, bon, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc ça scrollait pas. Celui qui faisait des dessins, celui qui écrivait des mots doux à sa copine derrière, ainsi de suite. Moi, j'écoutais et je regardais. Alors, la plupart du temps, je comprenais rien, surtout en maths, mais je regardais dans les yeux, je me disais comme ça, peut-être on me posera pas les questions à moi. C'était horrible. Et ça, c'est tellement important. Ça commence par là. Et je pense aussi que dans la société actuelle, regarder les gens dans les yeux, c'est super important. Quelquefois, hélas, ça les déstabilise. Mais il faut pas. Enfin, je veux dire... C'est pas forcément que ça les déstabilise. C'est que il y a une chose dont tu parles, c'est regarder les gens dans les yeux. Et il y a autre chose dont celui qui sera déstabilisé te parlera, c'est soutenir le regard. Et soutenir le regard, c'est pas simple. Alors toi, t'es pas conçu comme ça, tu l'as dit plusieurs fois. Mais il y a des gens qui sont conçus comme ça. Soutenir le regard, c'est parce que il y a comme une pénétration, en tout cas quelque chose qui se passe qui fait que tu n'es plus seul. Et oui, mais la sincérité, elle commence comme ça. Et tu vois, pour en revenir à la peur d'avoir peur, je pense que les gens qui n'arrivent pas à soutenir le regard, ce sont des gens à qui on n'a pas appris à aller au-devant de leur peur. Et on est passé là-dessus. Je fais partie des papas, quand mon petit tombe, je lui dis « Allez, maintenant tu te relèves. » On se relève, tu vois. C'est la culture kanak, mélanésienne, tu vois. Tu tombes, tu te relèves. Allez, on y va, là. Tu vois, on la connaît bien, hein, la Nouvelle-Calédonie, mon frère y vit, et c'est quelque chose de vraiment très particulier. Et puis il y a ceux qui, oh mon Dieu, et qui se jettent. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose de très très important dans la transmission, et c'est ce que je fais dans l'école, parce que l'école bleue, l'Académie monégasque de la mer, c'est un endroit éducatif, certes, d'enseignement, pardon, mais c'est aussi de l'éducation. Et ça, c'est super important. Ce sont deux choses qui vont de pair. Et même si on dit qu'à l'heure actuelle, l'école n'est plus un lieu où il y a de l'éducation, il n'y a plus que de l'enseignement, eh bien non, en fait. Faisons en sorte que ça reste... Et nous, à Monaco, on a énormément de chance pour ça. Hein. Ça reste un rempart à l'éducation, justement. Monaco, c'est fabuleux. Enfin, je vais beaucoup dans les écoles, et alors dans les écoles à Monaco et dans les écoles ailleurs. Monaco, c'est béni pour la partie éducative. Et enfin, enseignement. Pas que. Oui, mais bon, là, on parle de l'école parce que c'est mon domaine. Je veux dire, c'est exceptionnel. Je veux dire, il y a des outils fabuleux, il y a des gens super formés qui ont que ça à faire finalement. Parce que quand tu es au travail, quand tu es à l'école, tu as en face de toi des élèves qui ont quand même
un système éducatif qui est vraiment conçu, voilà, pour pouvoir en fait il y a un vrai échange. Je donne, tu écoutes, tu reçois. Après, l'adolescence, c'est l'adolescence, ça a les travers que ça, et c'est normal. Prépare-toi, hein, c'est dans pas longtemps. Hein. Oui, bon, déjà, il faudrait que je sorte de la mienne d'adolescence, on verra plus tard. Tu sortiras avec lui. Un de ces jours. Voilà. Le problème, c'est cette acné récurrente là, que je n'arrive pas à soigner. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? D'avoir une vie vraiment supra-longue pour faire encore plein de trucs. Et ben voilà, c'est ce qu'on te souhaite. C'est super important. Tu reviendras nous raconter d'ailleurs. En fait, tu prends conscience quand tu deviens papa, parce que en plus, moi, je fais un sport extrême, et je fais pas que celui-là, j'en fais plein d'autres. De la chute libre, de l'escalade, je chasse dans les montagnes, des trails. Enfin, histoire de mettre un peu de piment, quoi, voilà. Parce qu'il n'y en a pas assez. Tu peux mourir à tout moment dans ma vie. Voilà. Et avant d'avoir mon fils, ouais, bon, ok, j'ai toujours fait super gaffe, mais j'étais pas important. Je n'étais pas important. J'étais prof d'école, j'avais des employés, des élèves, c'est une chose. Quand t'as ton enfant, tu deviens super important. Quand ton petit te dit « Papa », tu connais ça, « Maman », tu reviens, t'es supra important, mais t'es une lumière dans la nuit. Et en toute humilité, quoi. Tu vois, t'es super important et tu dois pas partir. Tu dois pas partir. Alors, j'en avais pris conscience, c'est pour ça que j'en ai vachement voulu à Loïc Leferme à l'époque de mourir, parce qu'en fait, il devait pas mourir ce jour-là. Le jour où tu t'entraînes, quand la météo est mauvaise, tu n'y vas pas. Tu dis non et basta. Parce que tu te dois de montrer l'exemple. Quand tu es le champion d'apnée, il y a énormément de gens qui croient en toi, tu es un exemple pour eux, tu leur dis il faut pratiquer en optimisant la sécurité, la surveillance, il faut faire en sorte d'être toujours attaché au câble, il ne faut pas disparaître, il ne faut surtout pas disparaître. Donc, tu n'as pas le droit, tu peux te noyer en allant sauver quelqu'un. Tu peux te noyer parce que par la force des choses, t'as pas eu de chance ou quoi. Mais tu ne peux pas te noyer parce que ce jour-là, la météo était mauvaise et tu voulais absolument y aller parce que tu comprends un entraînement de plus. C'est une marche supplémentaire vers le retour médiatique et la reconnaissance sociale. Parce que ça n'est que ça à un moment. Hélas. Dans un sport comme le nôtre, où il n'y a pas d'argent, et où à un moment, tu dois faire la différence. Bref. C'est un engrenage. Et tu n'as pas le droit de disparaître. Aussi. Et depuis que je suis papa, je me rends compte... Alors, je fais beaucoup plus attention, mais je nage toujours avec les requins, je fais toujours de la plongée, je vais toujours dans les montagnes. Mais je ne voudrais pas partir tôt, tout simplement pour pas avoir cette espèce d'impression d'abandonner quelqu'un qui a besoin de moi. Et ça, c'est super important. Et voilà. Et ça... Mais tout ça, c'est aussi le parcours de ta vie, quoi. Parce qu'on a parlé de ton papa, mais il est parti au moment où tu en avais peut-être encore besoin aussi. Oui, comme plein de gens ont vécu ça, bien sûr. On est nombreux dans cette position. On ne fait pas de la psychologie à 2 balles, mais c'est juste pour dire, on a touché du doigt, bon toi, moi, on est nombreux, on a touché du doigt le poids de l'absence. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu as une responsabilité, tu dois te donner les moyens d'aller au bout du truc. Au bout du truc, oui. Et donc, je me dois de faire relativement attention pour être là le plus longtemps possible. Maintenant, la maladie, c'est la maladie. Un avion qui se crache, c'est un avion qui se crache. Non, la fatalité, ça arrive. Mais ce serait vraiment dommage de prendre des risques et de disparaître bêtement et de ne pas être là pour voir grandir, en fait, tout simplement. Bah écoute... Moi, je pense que tu seras là, mais on en reparlera au prochain épisode. Prochain podcast dans 30 ans et on revient là-dessus. On va faire 10 épisodes du podcast en 2 ans. Donc. Clint Eastwood, faire une belle Clint Eastwood, quoi. C'est la grande classe, quand même. C'est la grande classe. Perdurer le plus longtemps possible. Ouais, après, comme ça, on n'aura pas tout à fait fini. Après, il y a peut-être un moment où tu te dis, il ne faut pas que je le fasse celui de trop. Hein. Moi, je te parle de Clint Eastwood là, en tant que voilà, le type. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis bon, c'est pas le film de trop là, tu parlais de Loïc. Est-ce que c'était pas l'entraînement de trop dans cette course ? Moi, j'ai arrêté. Commencer une phrase par moi, c'est génial. J'ai arrêté la compétition la 2e fois
Parce que souvent on me dit à la mort de Loïc, il a décidé d'arrêter. En réalité non, parce que j'ai continué encore un peu derrière. Alors j'ai arrêté, j'ai mis en suspens parce que j'avais du mal à remettre la combi et les palmes, mais j'y suis retourné. J'ai promis à 2 personnes de Monaco très importantes pour moi d'arrêter, parce qu'elles m'ont dit là vraiment, il faudrait vraiment que... Là c'est bon, stop, arrête. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'est effectivement... Je me rendais compte que c'était de plus en plus dur d'être le meilleur. Ah ouais. Et moi, je voulais pas être figurant. Et ça faisait 2-3 fois que je faisais des compétitions où je gagnais pas. Ça me rendait fou, mais je gagnais pas tout simplement parce qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs que moi et j'avais pas été assez bon. Mais c'est pas parce que je m'entraînais moins ou quoi que ce soit, non, c'est juste qu'à un moment, voilà quoi. Et là, il fallait faire un choix. Donc, soit tu continues et puis tu regardes le spectacle, tu vois. Soit tu dis, bon, allez, tu as trop goût à la victoire et cette victoire, tu l'as plus. Donc, participer, c'est bien, mais participe d'une autre façon. Donc, voilà. J'ai arrêté surtout parce que y a des gens qui m'aiment très fort et qui m'ont dit, écoute, ça serait bien que basta maintenant. Et j'ai dit oui. Voilà. Et c'est pas plus mal parce que ça m'a fait commencer et débuter plus tôt des choses qui sont vraiment utiles maintenant. L'année dernière, on a eu 4800 enfants qui sont passés dans nos mains à l'Académie monégasque de la mer. Je veux dire, quand j'étais champion, je m'occupais que de moi. J'étais supra-égoïste et il le fallait. Mais j'allais te ça dire, ne servait que moi-même. L'un ne pourrait pas aller sans l'autre. Hein. Alors qu'être utile pour les autres, c'est tellement mieux. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. C'était vraiment agréable. Tu sais, j'étais super frustré à l'époque de mes débuts à la télé et tout ça, parce que t'as jamais le temps. Et une de mes premières télés, c'était Marc Toesca, c'était dingue. Je veux dire, je le voyais à la télé et puis hop, un jour, j'étais assis en face de lui, quoi. Ouais. Et je lui disais, moi, je veux bien venir, mais j'ai des trucs à dire. Il me dit, ah, monsieur veut refaire le monde. Je lui dis, non, mais j'ai des trucs à dire, mais à chaque fois, on me dit, t'as 3 minutes et on n'a pas le temps. Et donc, il m'avait dit, non, mais dans mon émission, tu peux parler, ainsi de suite. Et voilà. Et au fur et à mesure de ma carrière sportive et même après, souvent, t'es frustré parce que tu peux pas aller au bout des choses parce qu'on est tenu par le temps. Merci Geneviève, on avait 40 minutes, je vois que ça fait 1h12. Donc, mais c'est ça la magie du podcast. C'est vraiment chouette. Ouais. Vive les podcasts. Ouais, bah voilà.